Ir, écoute. Le vent ne parle pas toujours avec des mots. Parfois, il chuchote des choses que personne n'ose entendre. Tu entends? Ce léger sifflement. C'est le souvenir des cris qu'on a voulu effacer. Imagine un lieu où même le silence a peur. Les murs y transpirent l'humidité et la honte. L'air sent le métal brûlé, le savon, la sueur d'êtres humains qu'on a transformés en numéros. Tu crois connaître l'horreur? Alors ferme les yeux et écoute encore. Entre 1942 et 1943, 74 jeunes femmes ont été enfermées dans un bloc isolé. On ne les appelait plus par leur nom mais par leur utilité. Sujet 1, sujet 2, leur crime? Être jeune, forte et surtout inutile au Reich. On disait que c'était pour la science, pour comprendre la douleur, mais personne n'a jamais compris comment un cœur peut continuer à battre après tant de souffrance. Leurs pas sur le sol résonnaient comme une prière étrangère. Certaines murmuraient une chanson, d'autres fixaient le plafond, comptant les secondes jusqu'à l'aube. Et si tu avais été là, qu'aurais-tu fait? Aurais-tu crié? Ou aurais-tu choisi le silence? Comme eux? L'oreille du spectateur devient alors un témoin. Chaque son, chaque souffle porte un fragment d'aile. Un pas de garde, un claquement de porte, un souffle coupé. Le froid entrait par les fissures, mais la peur venait de l'intérieur. On raconte qu'une fille, âgée de 19 ans, dessinait sur le mur avec un clou et un soleil, chaque jour un peu plus grand. Elle disait que tant qu'elle le verrait, elle ne serait pas morte. Ce petit dessin, les soldats ne l'ont jamais remarqué. Mais quand les Alliés sont arrivés, il était encore là, effacé à moitié, comme un dernier battement de vie. C'est peut-être ça que tu entends, en ce moment même. Ce murmure qui traverse les années pour toucher ton oreille. Un rappel que le mal ne s'éteint pas, il se tait seulement. Et quand quelqu'un tend l'oreille, il se réveille. Alors écoute bien, car ce que tu vas entendre ensuite n'est pas une légende. C'est l'histoire vraie de celles qui ont connu la douleur au-delà de la mort. Ir, tu t'es déjà demandé pourquoi certaines histoires refusent de mourir? Pourquoi, malgré le temps, elles reviennent frapper à la porte de ta conscience? Que ressent-on quand la douleur devient la seule preuve qu'on existe encore? Est-ce que le corps peut trahir l'âme? Ou est-ce l'âme qui finit par abandonner le corps? On croit savoir ce qu'est la souffrance. Un cri, une larme, une plaie. Mais as-tu déjà pensé à la souffrance qui ne fait plus de bruit? Celle qui ronge lentement, comme une bête invisible, derrière un sourire forcé? Les 74 femmes dont tu vas entendre parler ont vécu ces frontières étranges entre la vie et la mort. Pas la mort brutale du champ de bataille, non. Une mort lente, méthodique, scientifique. Tu t'es déjà demandé ce que devient l'esprit quand on l'oblige à croire que sa douleur a une utilité? Quand chaque gémissement est noté, mesuré, analysé, on les observait comme des expériences vivantes. Et pourtant, c'est peut-être elle qui observait vraiment la nature humaine. Toi, si on te prenait tout ton nom, ton visage, ton droit de dormir, combien de temps resterais-tu encore toi-même? Est-ce que tu supplierais pour mourir? Ou pour qu'on te regarde enfin comme un être humain? Ces questions n'ont pas de réponse simple, et c'est pour cela qu'elles hantent. Parce que la vraie torture ne se mesure pas en heures ni en blessures, mais en secondes de lucidité, quand on comprend que plus rien ne reviendra jamais. Pourquoi certaines douleurs ne tuent pas, mais effacent l'âme? Peut-être parce qu'il est plus cruel de respirer sans exister. Peut-être parce que les bourreaux savaient que la peur est une âme plus fidèle que la mort. Et nous, spectateurs d'aujourd'hui, qu'aurions-nous fait? Aurions-nous détourné le regard? Aurions-nous cherché des excuses? Comme eux? Ces questions ne sont pas là pour accuser, mais pour réveiller. Car tant que l'on se demande, tant qu'on écoute, on empêche l'oubli de gagner. Et si la curiosité te serre la gorge, c'est normal. Tu es sur le point d'entendre ce que le monde aurait préféré taire. Ir, écoute le froid. Il ne mord pas, il glisse sur la peau comme une lame qui hésite avant de couper. L'air est lourd, presque solide, et chaque respiration fait mal. Le camp dort encore, mais ce n'est pas un vrai sommeil. C'est une attente. Les baraquements se dressent comme des ombres grises dans la brume du matin. Le vent siffle entre les barbelés, portant avec lui l'odeur du savon brûlé, du cuir mouillé et du métal rouillé. Là-bas, un chien aboie, puis plus rien. Seulement le craquement régulier des bottes sur le sol gelé. Les pas sont lents, précis, sans hâte, ceux d'hommes qui savent qu'ils ne seront jamais punis. Si tu fermes les yeux, tu peux presque sentir la pierre humide sous tes doigts, la sueur froide qui colle au mur, et ce mélange étrange de désespoir et de routine. Ce n'est pas un lieu, c'est une machine à effacer les voix. Les cris se perdent, avalés par le vent. Le soleil n'entre jamais vraiment ici. Il se contente d'effleurer les toits, comme s'il avait peur de regarder à l'intérieur. Dans une des cabanes, 74 femmes respirent dans le même silence. Leurs visages se confondent avec la pénombre. Certaines ont les yeux ouverts, d'autres murmurent des prières
qu'aucun Dieu n'écoute. Au fond, une porte s'ouvre. Le bruit est léger, mais dans ce monde figé, il résonne comme un tonnerre. Les bottes s'approchent, une odeur de désinfectant précède le pas. Les femmes se redressent instinctivement, sans un mot. Elles savent que le jour recommence. Le jour n'a plus de nom ici, seulement des gestes répétés, des ordres secs, des aiguilles, des cris qu'on étouffe sous un chiffon. Dehors, la neige tombe, douce, presque belle. Ironie cruelle, la nature reste paisible pendant que l'homme invente l'enfer. Le ciel, gris et vide, regarde sans juger. Et toi, si tu étais là, sentirais-tu la peur dans l'air? Ou juste ce froid qui ne part plus, même sous la peau? Ce qu'on n'a pas besoin de barbelés pour retenir les âmes. Le silence suffit. C'est lui, le vrai gardien. Ir, écoute encore. Le froid n'était pas leur seul ennemi. Dans ce bloc isolé, on disait qu'on y pratiquait la science. En réalité, on y apprenait comment détruire un être humain sans qu'il meure. Les 74 femmes étaient des cobayes vivants, offertes à la curiosité d'hommes en blouse blanche. On testait sur elles la résistance du corps, la cicatrisation des plaies, les limites de la douleur. On leur injectait des bactéries, on leur imposait des opérations sans anesthésie. Mais ce qui faisait le plus mal, ce n'était pas le bistouri. C'était le regard, ce regard froid, mécanique, qui ne voyait plus un visage, mais une donnée. Les femmes n'avaient plus de nom, seulement un numéro, une note dans un carnet. Certaines priaient, d'autres fixaient un point sur le mur pour s'accrocher à la raison. Les infirmières, souvent forcées elles aussi, obéissaient en silence. On disait qu'il fallait tout noter, tout mesurer, la durée du cri, la couleur de la plaie, la minute où la victime cessait de résister. Ce n'était plus de la guerre, c'était une obsession. Et pourtant, dans cette horreur méthodique, il y avait des gestes de révolte minuscules. Une main qui serrait une autre, une femme qui refusait de crier, une autre qui chantait, doucement, pour rappeler qu'elle existait encore. On raconte que l'une d'elles, avant de perdre connaissance, a murmuré « Vous ne saurez jamais ce que c'est que d'avoir peur et d'aimer encore ». Cette phrase, un soldat l'a notée, sans comprendre. Peut-être parce qu'elle portait une vérité plus grande que la sienne. Les gardiens disaient qu'il obéissait aux ordres. Mais les ordres ne justifient pas la folie. Chaque jour, le bloc sentait le désinfectant, le sang et le silence. Et dehors, la neige continuait de tomber, couvrant tout d'un voile blanc, comme si le monde voulait cacher sa propre honte. C'est là que la guerre a changé de visage. Elle n'était plus faite d'explosions, mais d'expériences. Et dans cette chambre glacée, l'homme a appris quelque chose qu'il n'aurait jamais dû savoir, qu'on peut étudier la souffrance sans plus la ressentir. Ir, écoute la voix, faible, tremblante, presque brisée. Au fond du bloc, il y avait une fille dont personne n'a jamais su le nom. Elle chantait, pas fort, pas pour les autres, juste pour elle-même. Une mélodie sans parole, un murmure fragile entre deux respirations. C'était sa manière de rester vivante, de ne pas devenir folle. Chaque matin, quand les pas des gardes résonnaient dans le couloir, elle fermait les yeux et laissait sa chanson la protéger, comme un manteau invisible. On raconte qu'elle avait les cheveux rasés, les lèvres gercées, mais que dans ses yeux brillait encore une lueur étrange, un reste de lumière qu'aucune douleur ne parvenait à éteindre. Autour d'elle, les autres femmes l'écoutaient sans oser bouger. Ce chant, c'était leur seule prière, la preuve que l'humain pouvait encore créer quelque chose, même dans le néant. Un jour, un médecin s'est arrêté devant elle. Il l'a observée longuement, puis a dit à voix basse « Pourquoi tu chantes ?» Elle n'a pas répondu. Elle a simplement fermé les yeux et continué. Ce fut sa plus belle révolte. Dans un lieu où tout était calculé, son chant n'obéissait à aucune logique. Il n'avait pas de mesure, pas de fin. Il dérangeait. Et c'est peut-être pour cela qu'il a survécu plus longtemps qu'elle. Les autres femmes disaient qu'après sa disparition, on entendait encore la mélodie, portée par le vent à travers les fissures du mur. Peut-être que c'était vrai. Peut-être que c'était juste le souvenir du souffle. Mais dans cet endroit où tout avait été arraché, le nom, le corps, la dignité, elle avait gardé quelque chose d'invincible, la volonté d'être encore humaine. Tu vois, la peur n'était pas seulement dans la douleur. Elle vivait dans le doute, dans la question que chaque femme se posait. Et si c'était moi, demain? Pourtant, tant qu'elle chantait, les autres savaient qu'elles existaient encore. Et quand le silence revint pour de bon, ce ne fut pas la fin. Ce fut le début de la mémoire. Parce qu'un chant, même né dans la terreur, devient éternel dès qu'il touche une oreille prête à écouter. Ir, écoute la vérité qui se cache sous le silence. On pensait que ces femmes étaient torturées pour être brisées. Mais la réalité était plus froide encore. Elles ne devaient pas mourir. Non,
Leur mort aurait été trop simple, trop rapide. Les scientifiques du Reich ne voulaient pas tuer, ils voulaient mesurer. Mesurer la résistance du corps humain, comprendre jusqu'où la vie peut s'accrocher avant de lâcher prise. Chaque gémissement, chaque respiration, chaque seconde de survie devenait une donnée. C'était une équation de la douleur. On notait la température du corps, la couleur de la peau, la durée de la perte de conscience. La souffrance était devenue une expérience mathématique. Tu imagines? Un monde où la compassion est remplacée par le chronomètre. Ces hommes parlaient des avancées scientifiques, des utilités militaires. Mais au fond, ils voulaient savoir une seule chose. Quand un être humain cesse d'être un humain, l'horreur n'était pas dans les cris, mais dans le calme de ceux qui observaient. Une femme s'évanouissait, un autre médecin notait simplement « Résistance, 47 minutes ». C'était ça, la perfection du mal, la froideur. Et ce qui rend tout cela plus dérangeant, c'est qu'après la guerre, certains de ces résultats ont survécu. Des pages entières de données ont été reprises, traduites, étudiées dans le silence de laboratoires modernes. Personne ne voulait admettre que la science avait appris quelque chose de ces crimes. Mais elle l'a fait. Ce savoir, sale et maudit, a servi à construire le monde d'après. Alors, où commence la vérité? Est-ce qu'on peut condamner la source et garder le fruit? La question glace le sang, parce qu'elle ne concerne pas que le passé. Elle nous regarde aujourd'hui. Quand la douleur devient un chiffre, quand le vivant devient un outil, nous marchons sur la même ligne que cela. Et toi, si tu avais été là, aurais-tu eu la force de détourner le regard? Ou aurais-tu voulu savoir? Toi aussi, jusqu'où un être peut résister avant de se briser? C'est ça, la vraie terreur. Réaliser que la curiosité peut parfois ressembler à la cruauté. Écoute la question qui dérange encore. Est-ce encore la science ou la folie avec un uniforme? Où se trace la frontière entre le savoir et le mal? Ces hommes disaient qu'ils cherchaient la vérité, qu'ils voulaient comprendre le corps humain. Mais à quel prix? Quand la connaissance naît dans la douleur, peut-elle encore être appelée progrès? Ces questions ne s'adressent pas seulement au passé. Elles nous regardent, maintenant, dans ce monde moderne où les écrans remplacent les regards, où la souffrance devient une statistique qu'on lit sans trembler. Les 74 femmes du camp ne sont plus là, mais leur silence pèse encore sur chaque salle blanche, chaque bistouri, chaque expérience. Ce silence n'accuse pas, il interroge. Et si un jour c'était toi, celui qui doit choisir entre comprendre et épargner? L'humanité ne s'effondre pas d'un coup. Elle glisse lentement, chaque fois qu'on dit « ce n'est pas grave, c'est pour la science ». La vraie question n'est pas pourquoi ils ont fait cela, mais pourquoi tant d'autres ont regardé sans rien dire. La folie n'a pas besoin de cris. Elle avance poliment, avec des gants et des mots savants. Et si l'histoire nous dégoûte, c'est parce qu'elle nous ressemble plus qu'on ne veut l'admettre. On croit que ces monstres sont loin, enfermés dans les musées de la honte, mais parfois, ils dorment en chacun de nous. Dans ce petit geste où l'on choisit le confort au lieu de la compassion, le silence au lieu du courage. Alors, quand on entend le mot « expérience », il faudrait se souvenir de ce qu'il a pu signifier un jour. Ce n'était pas seulement un test, c'était un effacement lent, méthodique, de la dignité. Et aujourd'hui, si tu ressens un malaise en écoutant cette histoire, c'est bon signe. Cela prouve que ton cœur n'a pas oublié ce que c'est que d'être humain. Ces femmes ont souffert pour une question que le monde se pose encore. Jusqu'où ira notre curiosité avant de redevenir une arme? Tant que cette question brûle, il reste une chance. Une chance de ne pas répéter. Le vent souffle encore, comme si l'hiver de 1943 n'avait jamais pris fin. Il passe entre les arbres, glisse sur la neige et s'arrête parfois contre les pierres d'un mur oublié. Là, sous la mousse, il reste des traces qu'aucune pluie n'a su effacer. Pas des visages, pas des tombes, mais des marques, de simples initiales gravées à la main. Personne ne sait qui les a faites. Peut-être l'une des 74 avant que la lumière ne s'éteigne. Ces lettres tremblantes, mangées par le temps, sont tout ce qu'il reste de celles qu'on a effacées du papier. Les archives ont brûlé, les rapports ont disparu, mais le vent, lui, n'a rien oublié. Il garde les noms, il les murmure dans le froid. Si tu tends l'oreille, tu entendras peut-être un chuchotement. Pas un cri, un murmure, quelque chose entre le souffle et la prière. On dit qu'en hiver, la neige recouvre le camp d'un blanc si pur qu'il fait mal aux yeux, comme si la terre voulait se faire pardonner. Mais sous ce voile, le passé respire encore. 74 battements de cœur, enfouis, qui refusent de se taire. Chaque flocon qui tombe raconte une seconde volée, un rêve brisé, un rire oublié. Et pourtant, ce silence n'est pas vide. Il vit, il veille, voulait admettre que la science avait appris quelque chose de ses crimes.
Mais elle l'a fait. Ce savoir, sale et maudit, a servi à construire le monde d'après. Alors, où commence la vérité? Est-ce qu'on peut condamner la source et garder le fruit? La question glace le sang, parce qu'elle ne concerne pas que le passé. Elle nous regarde aujourd'hui. Quand la douleur devient un chiffre, quand le vivant devient un outil, nous marchons sur la même ligne que cela. Et toi, si tu avais été là, aurais-tu eu la force de détourner le regard? Ou aurais-tu voulu savoir? Toi aussi, jusqu'où un être peut résister avant de se briser? C'est ça, la vraie terreur, réaliser que la curiosité peut parfois ressembler à la cruauté. Ir, écoute la question qui dérange encore. Est-ce encore la science ou la folie avec un uniforme? Où se trace la frontière entre le savoir et le mal? Ces hommes disaient qu'ils cherchaient la vérité, qu'ils voulaient comprendre le corps humain. Mais à quel prix? Quand la connaissance naît dans la douleur, peut-elle encore être appelée progrès? Ces questions ne s'adressent pas seulement au passé. Elles nous regardent, maintenant, dans ce monde moderne où les écrans remplacent les regards, où la souffrance devient une statistique qu'on lit sans trembler. Les 74 femmes du camp ne sont plus là, mais leur silence pèse encore sur chaque salle blanche, chaque bistouri, chaque expérience. Ce silence n'accuse pas, il interroge. Et si un jour c'était toi, celui qui doit choisir entre comprendre et épargner? L'humanité ne s'effondre pas d'un coup. Elle glisse lentement, chaque fois qu'on dit « ce n'est pas grave, c'est pour la science ». La vraie question n'est pas pourquoi ils ont fait cela, mais pourquoi tant d'autres ont regardé sans rien dire. La folie n'a pas besoin de cris. Elle avance poliment, avec des gants et des mots savants. Et si l'histoire nous dégoûte, c'est parce qu'elle nous ressemble plus qu'on ne veut l'admettre. On croit que ces monstres sont loin, enfermés dans les musées de la honte, mais parfois, ils dorment en chacun de nous. Dans ce petit geste où l'on choisit le confort au lieu de la compassion, le silence au lieu du courage. Alors, quand on entend le mot « expérience », il faudrait se souvenir de ce qu'il a pu signifier un jour. Ce n'était pas seulement un test, c'était un effacement lent, méthodique, de la dignité. Et aujourd'hui, si tu ressens un malaise en écoutant cette histoire, c'est bon signe. Cela prouve que ton cœur n'a pas oublié ce que c'est que d'être humain. Ces femmes ont souffert pour une question que le monde se pose encore. Jusqu'où ira notre curiosité avant de redevenir une arme? Tant que cette question brûle, il reste une chance de ne pas répéter. Ir, le vent souffle encore, comme si l'hiver de 1943 n'avait jamais pris fin. Il passe entre les arbres, glisse sur la neige et s'arrête parfois contre les pierres d'un mur oublié. Là, sous la mousse, il reste des traces qu'aucune pluie n'a su effacer. Pas des visages, pas des tombes, mais des marques de simples initiales gravées à la main. Personne ne sait qui les a faites. Peut-être l'une des 74, avant que la lumière ne s'éteigne. Ces lettres tremblantes, mangées par le temps, sont tout ce qu'il reste de celles qu'on a effacées du papier. Les archives ont brûlé, les rapports ont disparu, mais le vent, lui, n'a rien oublié. Il garde les noms, il les murmure dans le froid. Si tu tends l'oreille, tu entendras peut-être un chuchotement. Pas un cri, un murmure. Quelque chose entre le souffle et la prière. On dit qu'en hiver, la neige recouvre le camp d'un blanc si pur qu'il fait mal aux yeux, comme si la terre voulait se faire pardonner. Mais sous ce voile, le passé respire encore. 74 battements de cœur, enfouis, qui refusent de se taire. Chaque flocon qui tombe raconte une seconde volée, un rêve brisé, un rire oublié. Et pourtant, ce silence n'est pas vide. Il vit, il veille,